Avatar 3 Fire and Ash vient de nous lâcher une fin qui nous fait poser énormément de questions. Attention spoiler bien sûr sur l'entièreté du film et tous les films Avatar, donc si tu ne veux pas te faire spoiler, pars d'ici tout de suite. J'espère que tu es parti, car c'est justement parti. Quaritch qui se jette dans les flammes de l'arbre des esprits, le retour du Toruk, Kiri qui se connecte à Eywa comme jamais, Varang qui disparaît mais ne meurt pas, les Tulkun qui ravagent la RDA, et en fond, un truc encore plus flippant, tout ça prépare directement Avatar 4 et Avatar 5. Et peut-être même donc l'arrivée des Na'vi sur Terre. On n'est pas juste sur une fin de trilogie, on est sur la mise en place de choses qui vont totalement changer la franchise Avatar à jamais. Sauf que cette fin, si tu la regardes vite fait, tu peux passer à côté de plein de trucs. Quaritch est-il vraiment mort ou Eywa a-t-elle encore des plans pour lui? Spider, maintenant qu'il peut respirer sur Pandora et qu'il a été accepté par les Na'vi, c'est quoi exactement son rôle dans le futur? Kiri, en tant que fille d'Eywa, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la planète? Et surtout, qu'est-ce que la fin donc d'Avatar 3, de Feu et de Cendre avec le nom en français, annonce pour Avatar 4 et Avatar 5? Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, nous allons décortiquer toute la fin d'Avatar 3. On va revenir sur tout ce que je vous ai dit précédemment, ainsi qu'expliquer comment Neytiri a réussi à faire la paix avec sa haine, et ce que James Cameron tease donc pour les prochains films. J'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers, et bien, de Pandora, c'est parti, ouais maman, let's go! Wow, bien arrivé dans l'univers de Pandora, ou du moins dans mon magnifique manoir par lequel je peux observer Pandora sans mourir de suffocation. Je n'ai pas les capacités de Spider, mais bref, on est parti. Le retour possible de Quaritch expliqué. On va commencer par le cas le plus chaud de la fin du film, Miles Quaritch. Avatar 3 était donc vendu comme la fin de la première trilogie. Normalement, ça devait clore une bonne fois pour toutes, ou du moins on pouvait s'y attendre, les duels entre Jake et Quaritch, avec d'un côté le Toruk Makto, Jake Sully, Na'vi le plus respecté de Pandora, et de l'autre côté le colonel le plus borné de la RDA, mort sous forme humaine dans Avatar 1, est revenu à la vie avec ses souvenirs copiés dans un corps d'Avatar. Et donc à la fin de Fire and Ash, lors de la bataille finale, que je détaillerai plus dans le détail plus tard, on a encore un affrontement Jake versus Quaritch. Sauf que cette fois il se passe quelque chose de différent. Ils se battent, ils se détestent certes toujours autant, mais quand Spider est sur le point de tomber dans le vide, et de finir dans les flammes, eh bien les deux se jettent ensemble pour le sauver. Ils sauvent leur fils ensemble. Parce que d'un côté, nous avons le père biologique, si on peut dire, le colonel Quaritch, et de l'autre, le père qui a élevé, notre bon petit Spider, le petit Jake Sully. Juste après, il y a les Na'vi du camp de Jake Sully qui arrivent, Adodikran prêt à finir le job en se débarrassant de Quaritch, et là, plutôt que de se rendre, Quaritch décide de se jeter dans les flammes, celles qui viennent de l'arbre des esprits des Metkayina. Et tout cela alimenté par l'explosion d'un vaisseau de la RDA, sinon il n'y a pas de flamme de base. Visuellement, ça ressemble à quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, en mode je ne veux pas laisser à mes ennemis ce privilège, sauf que honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, Quaritch ne meurt pas ici. Son retour, il est presque obligé vu tout ce que James Cameron a construit autour de son personnage depuis 3 films. Dans Avatar 1, c'était simple, Quaritch, ça égalait militaire raciste, Terminator humain qui voit les Na'vi comme des cafards bleus, et dans Avatar 2 et 3, c'est beaucoup plus complexe. Il renaît dans un corps de Na'vi, doit apprendre à vivre comme eux pour traquer Jake, il dompe son propre crâne, il observe la relation de Spider avec les Na'vi, et dans Fire and Ash, il finit carrément par rejoindre un clan de dissidents, le peuple des cendres mené par Varang. Et à partir de là, Quaritch, ce n'est plus seulement le méchant humain. Il porte la peinture de guerre des Na'vi, il se bat à leur côté, il a même une relation amoureuse avec Varang, et on le voit même faire la fête avec le clan des cendres en mode je suis l'un d'entre vous. Et on le voit petit à petit, il est à 2 doigts d'embrasser totalement la culture Na'vi. Il commence même à se détacher de la RDA, à remettre en question les ordres, et même à désobéir à ses supérieurs en se jetant dans la bataille pour capturer Jake Sully. Et le plus intéressant, c'est sa relation avec Jake Sully dans Avatar 3, car on a plusieurs moments de fausse paix, où notamment ils se retrouvent obligés de coopérer pour pouvoir sauver leurs enfants, ou encore pendant la captivité de Jake lorsqu'il a été capturé effectivement par notre bon Miles Quaritch. Et Jake, de manière assez sage, lui répète simplement et posément « Regarde avec tes nouveaux yeux, le Quaritch humain est mort depuis longtemps, toi, t'es autre chose maintenant. » Et on sent que ça commence à travailler dans la tête du colonel. Il n'est plus exactement le soldat de la RDA, mais il n'est pas encore devenu un vrai Na'vi non plus. Il est en mode coincé entre les deux encore. Du coup, cette pseudo-mort dans les flammes, je la vois plus comme une transition que comme une fin. Quaritch disparaît aux yeux des Na'vi et de la RDA, mais rien ne dit qu'Eywa ne va pas s'en mêler. Car vu la manière dont l'arbre esprit fonctionne, et le fait qu'il se soit jeté directement dedans, Miles Quaritch, je ne serais pas surpris qu'Eywa voit en lui un potentiel. Celui d'un ancien ennemi capable de basculer de l'autre côté. Imagine juste 5 secondes, un Quaritch qui revient plus tard, détaché de la RDA, rejeté en partie par les humains, et accepté par les Na'vi. Le seul même qui est capable de recréer des liens entre
le clan des Na'vi descendre et les autres Na'vi contre lesquels ils se sont mis en confrontation. Et avec en plus de ça derrière un Spider qui le tire vers la lumière. Parce qu'il est bon de le préciser, mais les deux sont un peu des Na'vi d'adoption. Donc oui, son arc ne crie pas fin définitive, ça crie plutôt work in progress. Parce qu'il semble qu'il reste au moins encore un rôle à jouer à Miles Quaritch. Mais pour comprendre exactement quel est ce rôle, faut s'intéresser déjà à son fils Spider et au lien qu'il a avec la petite Kiri. C'est parti! Le lien entre Spider, Kiri et les Na'vi morts expliqué. Parce que oui, Spider change complètement de statut dans Avatar 3. On n'est plus juste sur l'enfant qui a été recueilli par Jake Sully, ni le fils du méchant qui fout la merde, car dans Avatar 3, Fire and Ash, il devient littéralement le premier humain capable de respirer l'air de Pandora. Et t'inquiète pas, je vais t'expliquer, mais déjà petit rappel, parce que Spider, à la base nommé Miles Socorro, qui est donc le fils biologique du colonel Miles Quaritch, version humain bien entendu, ainsi que de sa mère, Paz Socorro, qui, on l'apprend dans le film, faisait partie de la RDA et est morte lors de la bataille contre Jake Sully il y a des années. Petite information d'ailleurs, on la voyait pour la première fois dans les comics Avatar qui sont donc canon et qui font partie de l'histoire complète de Avatar à Avatar 3, logique. Et d'ailleurs si tu veux choper les comics, moi je te mets le QR code quelque part, comme ça t'as juste à cliquer et te faire un petit kiff. C'est cadeau. Mais bref, après la fin de la bataille d'Avatar 1, Miles Quaritch meurt et les humains repartent. Sauf que le petit Spider, lui, peut pas monter, caisson de cryogénisation vu qu'ils ne sont pas adaptés aux enfants. Donc il se retrouve obligé de rester sur Pandora. Il est alors élevé par Jake et Neytiri comme un membre de la famille. Enfin, surtout par Jake, car Neytiri, elle le voit vraiment comme la chose qui caractérise tout ce qu'elle déteste chez les humains. Sachant qu'en plus, c'est le fils d'un de ses plus grands ennemis. Et tout ça, ça se sent vraiment dans Avatar 2 et Avatar 3, mais on y viendra dans une partie suivante, vous inquiétez pas. Donc les années passent et pendant des années, Spider n'est pas capable de respirer l'air de Pandora. Il a toujours son petit masque pour pouvoir respirer comme tous les humains, même s'il se comporte et vit comme un Na'vi. Et donc, dans Avatar 3 Fire and Ash, il y a la petite Kiri, la fille adoptive également de Jake Sully et Neytiri, qui change tout, grâce au lien ultra spécial qu'elle a avec Eywa. Elle force littéralement Pandora à accepter Spider, qui devient alors capable de respirer l'air de la planète. Elle était obligée de faire ça, sinon Spider allait mourir. Voilà, vu qu'il n'y avait plus d'air dans son masque. Spider obtient même un Kourou, cette queue neuronale qui permet de se connecter aux créatures et à la nature de Pandora. Et contrairement à Jake, qui a un corps d'avatar avec un esprit humain dedans, Spider reste lui un humain dans un corps d'humain, mais avec des caractéristiques Na'vi qui sont greffées. Et même si la procédure a été initiée par Kiri sans passer forcément par Eywa directement, on comprend dans la scène finale d'Avatar 3 que Eywa a validé Spider. Lorsqu'effectivement à la fin, Spider ainsi que notre petite Kiri se connectent à l'arbre esprit des Metkayina, on voit que Spider est accepté par tous les Na'vi, mais surtout par les Na'vi morts, dans lesquels on retrouve notamment Neteyam, Tsutey ou encore le père de Neytiri. Et même Grace qui n'est pas Na'vi mais qui est considéré comme tel depuis les événements d'Avatar 1. Et donc oui, Spider a gagné sa place parmi eux, parce qu'il s'est battu contre les Sky People, parce qu'il a aidé Kiri à communiquer avec Eywa, on y viendra après, et parce qu'il a constamment choisi Pandora plutôt que la RDA. Alors qu'il aurait pu très bien les rejoindre, vu qu'il y avait son père biologique en face quand même. Et du coup, tout ça ouvre une porte énorme concernant l'avenir de Spider dans la suite de la saga, car il devient le candidat idéal pour faire le pont entre les deux espèces, les humains d'un côté, avec son lien qu'il avait avec le colonel Miles Quaritch et le fait qu'il est humain lui-même, et de l'autre avec les Na'vi, vu ses liens avec Jake Sully, Neytiri et j'en passe, donc vous voyez un peu le délire. Donc maintenant c'est assez facile d'imaginer la suite, ou du moins une suite assez cohérente on va dire, avec deux possibilités, soit il aide à négocier la paix finale entre les humains et les Na'vi, soit, scénario un peu plus catastrophe, c'est que les expériences qui ont été faites sur lui dans Avatar 3 par la RDA, lorsqu'ils ont découvert qu'il pouvait respirer sur Pandora, puissent finalement permettre à ces derniers de respirer sur Pandora justement, et qu'il n'ait plus besoin de masque pour cela, ce qui changerait totalement la donne, en tant que bon colon. Donc ouais, Spider est entre les deux feux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait rien pu faire sans Kiri. Il est temps d'expliquer un petit peu son rôle dans le film. Le lien entre Kiri et Eywa, enfin expliqué. Avatar 2 nous avait déjà mis la puce à l'oreille, mais Avatar 3 pose enfin les choses clairement. Kiri n'est pas une simple enfant Na'vi. À la base, on savait qu'elle était juste née du corps d'Avatar de Grace, alors que Grace était morte, faut le préciser quand même. Normalement, ce corps-là, il est vide, sans âme, donc impossible qu'un enfant arrive derrière, d'où toutes les théories cheloues en mode qui est le père de la petite Kiri. Certains misaient sur Norm, ancien scientifique de la RDA et détenteur d'un avatar. Et dans Avatar 3, on a donc enfin la vérité. Kiri n'a tout simplement pas de père. Elle a été conçue au moment de la cérémonie de transfert de corps entre Grace et son avatar dans Avatar 1. Et malheureusement, à ce moment-là, l'esprit de Grace n'a pas totalement fusionné et elle est morte. Mais Eywa, elle, a gardé une trace de Grace justement et a implanté une sorte de graine dans le corps de notre petite Grace, version Avatar.
ce qui a donné naissance à Kiri. En gros, pour résumer, Kiri, c'est donc bien la fille de Grace, mais c'est surtout la fille d'Ewa. Ewa, d'ailleurs, qui aura le droit à avoir son visage d'enfant montré dans le film. Enfin bref, le résultat, c'est que ça explique exactement ce qu'on voyait dans Avatar 2. C'est-à-dire les questions qu'on se posait en mode pourquoi Kiri ressent Pandora comme personne, panique et fait des attaques quand on la coupe de l'arbre des esprits, parce que d'ailleurs Ewa essayait de la tester ou essayait de la repousser par rapport à ce qu'elle faisait, et pourquoi justement là dans Avatar 3 elle arrive à appeler toutes les créatures marines nécessaires pour la bataille finale. Et justement maintenant qu'on sait qui est Kiri et ce qu'elle représente, il est temps de décortiquer dans le détail la bataille finale. La défaite de Quaritch, Varang et la RDA expliquée. Car oui, la fin d'Avatar 3 c'est littéralement la guerre totale. Et tout commence, on va dire assez simplement, les Na'vi contre la RDA, car les humains de la RDA avaient repéré que les Tulkun, vous savez ces baleines extrêmement importantes dans l'univers d'Avatar, eh bien elles allaient se rassembler toutes au même endroit. Et pour la RDA, ils se disent c'est le jackpot, parce que qui dit Tulkun dit Amrita, la substance qui se trouve dans leur cerveau et qui permet de rallonger la vie des humains, voire de les rendre quasi immortels, et donc qui dit également que ça peut rapporter énormément de thunes. Donc forcément, il réplique avec énormément de vaisseaux de la RDA, ainsi que les chasseurs de Tulkun qui sont là depuis longtemps, mais sauf qu'en face, Jake, il sait qu'il y a un conflit qui arrive, et décide de prendre les choses en main. Parce qu'on est face à un moment qui peut totalement faire basculer Pandora là. Du coup, il sort la carte ultime, il décide d'aller récupérer, le Toruk, pour reprendre son rôle de Turuk Makto. Et ça, évidemment, ça change tout, parce que comme dans Avatar 1, ça lui permet de rallier tous les clans sous une seule bannière, dont les Omaticaya de la forêt et les Metkayina de l'eau. Et résultat, quand la bataille commence, l'armée de Jake domine totalement les humains. Et là d'ailleurs, gros applaudissements à Loak, le fils de Jake, parce que s'il n'avait pas réussi à convaincre les Tulkun de se joindre à la bataille, parce qu'on le rappelle, les Tulkun sont un peuple pacifique, et si tu commences à tenter d'aller attaquer d'autres gens, et qu'il y a des morts de ton côté, toutes les morts seront de ta responsabilité. Sauf que Loak a réussi à les convaincre de changer leur mentalité, en leur montrant un Tulkun qui avait énormément souffert du clan du Payakan, le fameux exilé, et les anciens Tulkun ont enfin dit « let's go, là, on va partir se battre ». Parce que ce qui avait permis à ce fameux Tulkun de survivre, c'est le fait qu'il se soit défendu. Donc ouais, les baleines sacrées passent du statut de victime à véritable tank vivant et retournent tous les vaisseaux, voilà, ça montre vraiment leur puissance, sauf que c'était sans compter le deuxième round. Car oui, tu dois te demander où était Quaritch pendant ce moment. Déjà au départ, Quaritch et le clan des Na'vi des Cendres dirigé par Varang étaient mis sur la touche, car la nouvelle chef militaire de la RDA les avait suspendus, donc officiellement ils ne pouvaient pas participer à l'opération, parce que c'était soi-disant à cause d'eux, que Jake Sully avait pu se libérer de leur emprisonnement. Mais sauf que Quaritch, déjà dans son évolution, décide de prendre des décisions lui-même et de ne pas écouter les ordres. Donc il se ramène avec son clan de Na'vi, avec ces Na'vi-là qui sont tous équipés donc d'armes à feu, lance-flammes et j'en passe. Et là, la dynamique s'inverse totalement. Les Na'vi des Cendres explosent donc les Na'vi dirigés par Jake Sully. La RDA se reforme un petit peu et arrive à reprendre l'avantage également. Tout semble perdu pour l'armée Jake Sully, Tulkun et tous les clans de Na'vi et j'en passe. Et c'est donc là que la petite Kiri passe en mode fille d'Ewa, mon pote. Avec Spider et tout, qu'elle se connecte à l'arbre des esprits des Metkayina qui leur permettent de communiquer avec Ewa et implore cette dernière de leur envoyer de l'aide. Et Ewa répond. Les créatures marines arrivent et suivent directement les ordres de Kiri, qui représente d'ailleurs un énorme clin d'œil à Avatar 1, où Jake Sully s'était connecté à l'arbre des esprits des Omaticaya pour demander de l'aide à Ewa qui lui avait envoyé, effectivement, tous les petits Ikran sauvages qui avaient réussi à faire changer le courant de la guerre. Ikran et d'autres créatures d'ailleurs. Et donc yes, les animaux des profondeurs attaquent les Sky People, et résultat, la RDA se fait totalement exploser, les vaisseaux explosent, les humains meurent noyés, même les Na'vi des Cendres se font détruire. Mais il reste donc qu'un seul combat, celui dont je parlais précédemment, l'affrontement final entre Jake et Quaritch, où les deux se défoncent, mais au moment où Spider risque de tomber et de mourir, il se jette sur lui, le sauve, et Quaritch, en voyant arriver les autres Na'vi du clan de Jake Sully, décide de se jeter donc dans les flammes, avec une mort qui n'en est pas forcément une. Voilà. Mais du coup, la petite Varang, là, la chef du clan des Cendres de je sais pas quoi, elle est où la petite ? Elle a évidemment participé à la bataille, elle a commencé à menacer Neytiri, sa fille, Took, ainsi que l'enfant d'un des chefs des Metkayina, qui est décédé malheureusement.
Et c'est là que surgit donc notre bonne petite Kiri qui se connecte directement à Varang via le Tsaelyu, la connexion entre les Na'vi et les autres créatures, enfin vous connaissez un petit peu, et Kiri arrive à soumettre totalement Varang, elle qui avait une puissance de caractère phénoménale. Sauf que Varang arrive quand même à s'enfuir, et donc elle ne meurt pas. Et ça c'est très important pour la suite, parce que ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec la chef des Na'vi des Cendres, et qu'elle pourra bien faire son retour. Varang, la chef des Na'vi des Cendres, expliquée. Et Varang est très intéressante parce que c'est un peu le miroir cassé s'il tournait complètement le dos à Eywa. Et donc la chef du clan Mangquan, qu'on appelle aussi les Ash People, le peuple des Cendres, et à la base son histoire elle part totalement d'un drame. Son territoire et son peuple ont été ravagés par l'éruption d'un volcan, elle avait d'ailleurs imploré Eywa d'agir, sauf qu'elle n'a jamais répondu. Et donc du point de vue de Varang, il n'y avait aucune protection, aucune main invisible, en mode Eywa les a abandonnés. Et à partir de là, elle acte un truc radical. Eywa nous a trahis, on ne lui doit plus rien. Elle tourne alors le dos à la déesse et tout son clan la suit dans cette rupture. Au lieu de trouver un nouvel équilibre avec Pandora, Varang décide de vénérer le feu lui-même. Elle le dompte, s'y expose, s'y habitue et construit toute l'identité de son clan autour de ça. Les Mangquan deviennent alors un clan donc des Cendres, mais aussi un clan de pilleurs. Parce qu'ils attaquent les autres Na'vi, quoi, pour les piller. Et ils sont tellement fous qu'ils sont même prêts à se lancer dans des attaques kamikazes si Varang leur donne l'ordre. Et en plus de ça, Varang, elle est quand même très intéressante parce qu'elle sait soumettre les Na'vi à sa volonté. Et tout ça par le biais du Tsaelyu, ce qui permet d'une certaine manière de les contrôler et de les forcer à obéir. Ce qui rend Varang extrêmement intéressante, c'est le parallèle très évident qui existe entre elle et Neteri. Comme Varang, Neteri a perdu beaucoup, sa maison, son père, et même beaucoup des membres de sa famille. Et donc Neteri aurait largement pu se dire « Eywa m'a abandonné, je vais me venger, et je vais brûler tous les humains et tout ce qui s'en rapproche. » En gros, elle aurait pu glisser sur la même pente que Varang. Et d'ailleurs, c'est même le cas pour Jake Sully, lorsqu'au début du film, eh bien, il est là en train de dire « Elle était où Eywa quand elle a voulu protéger notre petit Neteyam ou je sais pas quoi, notre fils quoi ?» Et Jake Sully, dans sa peine, remet donc en question même le rôle d'Eywa, en mode « Bah, elle était où ?» Et donc, on voit vraiment ce petit lien. Et autre point important qui fait que Varang est quand même l'opposé de tous les Na'vi d'une certaine manière, c'est qu'elle commence même à se laisser séduire par les armes des Sky People et des Sky People en général. Car les Na'vi, normalement, refusent d'utiliser les armes de métal humain, car ils voient ça comme l'arme bien de leurs ennemis, ceux qui détestent, alors que Varang, elle s'en fout complètement, elle utilise fusil, explosif, enfin elle passe partout. Et c'est ce qui lui permet notamment d'avoir une alliance avec Quaritch, car elle le considère comme son égal, et Varang devient alors sa partenaire aussi bien dans le champ de bataille que dans l'intimité. Mais ouais, en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle que Varang soit encore là, car à la fin d'Avatar 3, elle ne meurt pas, et c'est peut-être ça qu'il y a de plus terrifiant, parce qu'elle va sûrement revenir pour se venger peut-être de Kiri qui l'a bolossé, ou même des Na'vi en général, dont Neteri, qu'elle n'a pas achevé à ce moment-là. Mais il est temps de s'intéresser d'ailleurs un peu plus à Neteri, qui a apporté beaucoup de choses là dans ce petit Avatar 3. Comment Neteri a fait la paix avec sa haine. Et c'est là franchement où le traitement de Neteri dans Avatar 3, il est très intéressant quand même. Car elle arrive enfin à faire la paix avec sa haine des humains, ou au moins en partie. Et vu d'où elle partait quand même, c'était pas du tout gagné. Car comme je le disais, depuis Avatar 1, Neteri a quasiment tout perdu à cause des Sky People. Et donc il est logique qu'elle se dise que pour elle, les humains c'est le cancer de Pandora. Surtout qu'ils reviennent encore aujourd'hui pour bien détruire totalement leur planète. Et pourtant, même après des années, même après avoir eu des enfants avec Jake, ou encore même en vivant avec Spider depuis tout petit, elle ne voit en lui qu'un humain qui n'aurait jamais dû être là. Et quand Neteyam meurt, en plus de ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sa haine explose, pour elle c'est évidemment toujours la faute des humains. Elle était même prête à buter Spider dans Avatar 2 si Quaritch ne lui avait pardonné ses enfants. Mais le paradoxe, et c'est d'ailleurs ce que Jake Sully va lui mettre en pleine tête, c'est qu'elle a fait sa vie avec un humain. Et il lui dit, moi aussi je suis un humain et ça changera jamais. Car son âme c'est celle d'un humain, dans un corps et bien de Na'vi. Physiquement il a même 5 doigts comme leurs enfants. Et Jake lui pose même la question en mode, est-ce que à chaque fois que tes enfants te déçoivent ou font une bêtise, est-ce que tu es en train de critiquer en fait leur côté humain et t'as la haine contre eux pour ça? Et elle dit même oui. Pour vous dire à quel point la meuf elle était en mode, waouh je suis vénère quoi. Mais heureusement, un déclic arrive enfin avec Spider. Car à un moment dans Avatar 3, Jake envisage de le tuer. Et pourquoi ça? Parce que Spider est devenu la clé scientifique qui peut permettre donc à la RDA de trouver une solution pour que chaque humain qui est sur Pandora puisse respirer sans aucun masque. Et donc il pourrait pousser ça à grande échelle.
Et Jake, en voyant à quel point ils ne peuvent pas protéger Spider ou même leur clan, il se dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on le tue, parce que sinon les humains ne s'arrêteront jamais. Ce qui est d'ailleurs un déchirement pour Jake, qui aime Spider comme son propre fils, mais il est en mode tellement désespéré qu'il est prêt à le faire. C'est un moment déchirant et poignant du film, ça par contre, grosse réussite. Et le pire, c'est que cette idée de sacrifier le petit Spider, ça ne vient même pas de Jake, ça vient évidemment de Neteri. Mais Neteri se rend enfin compte que Spider, c'est un petit gars bien, quand il décide de protéger Jake, quand il essaye, évidemment, de quitter la prison de la RDA pour regagner sa liberté. Et elle se rend compte enfin que Spider n'a jamais trahi, qu'il s'est toujours rangé du côté des Na'vi, alors qu'il aurait pu choisir évidemment Quaritch 2500 fois. Et là, Neteri se retrouve confronté à sa propre problématique, en mode, si on tue cet enfant, ça n'a aucun sens, il ne mérite pas ça. Et ma haine n'est pas justifiée envers ce petit. Finalement donc, elle revient sur sa position, Jake aussi, et décide de le protéger, même si c'est trop compliqué, et de trouver un autre moyen d'arrêter les humains. Bonne décision d'ailleurs. Et à partir de là, on peut se dire que Neteri ne supprime pas totalement sa haine, mais arrive à la canaliser et à la diriger vers les personnes qui sont vraiment fautives. Les gens de la RDA, les colons, les monstres en uniforme. Et c'est ça sa vraie évolution dans Avatar 3. Elle ne renie pas sa douleur, elle ne pardonne pas tout, mais elle arrête de tout vouloir brûler aveuglément. Même si a priori elle est censée se retrouver sur Terre dans les prochains volets, on en parle tout de suite. Les prochains projets Avatar expliqués. Parce que oui, on va aller encore un peu plus loin que Avatar 3 Fire and Ash, parce que James Cameron n'a pas du tout prévu de s'arrêter là. Car effectivement, un Avatar 4 et 5 sont prévus, ils devraient être tournés à la suite si on peut dire, et on a même un titre pour le moment pour Avatar 4, appelé Avatar The Tulkun Rider, même si c'est un titre non officiel évidemment. En tout cas, même si c'est pas officiel, ça colle bien avec ce qu'on sait déjà. Les Tulkun ont une importance capitale depuis Avatar 2, et en plus de ça, le fils de Jake Sully commence à prendre vraiment du galon et devient un peu le leader des Tulkun dans Avatar 3. Et James Cameron a déjà expliqué que le clan de l'eau restera continuellement important dans les autres projets. D'ailleurs, gros détail intéressant, parce qu'on en sait quand même des choses sur ces futurs films, il y aura un bond dans le temps d'au moins 6 ans entre Avatar 3 et Avatar 4, donc on verra bien changer tous les personnages. Et d'ailleurs, tout le premier acte est déjà tourné, et cela pour une raison simple, pour éviter que les acteurs grandissent trop vite, et qu'on se retrouve peut-être même avec un effet Stranger Things, qui est beaucoup décrié aujourd'hui, voire un effet Avatar, le dernier maître de l'air, je parle ici. Et ceux qui ont déjà lu le script sont en mode, mais quel banger quoi. Donc a priori, on ne verra pas un copier-coller des 3 premiers films, et Avatar 4 semble être un véritable pivot. Date de sortie prévue le 19 décembre 2029. Allez, plus que 4 ans d'attente maintenant. Quant au titre d'Avatar 5, celui qui circule, c'est Avatar The Quest for Eywa. Là encore, rien d'officiel, mais ça annonce une ambiance en mode centré sur Eywa, avec potentiellement plus de réponses sur l'origine de cette entité et comment elle est née peut-être, mystère. Et surtout, ce dont je parlais avant, un retour potentiel sur Terre, car il a été confirmé que les Na'vi iront sur Terre dans Avatar 5. Et ça peut vouloir dire plein de choses. Les Na'vi qui perdent totalement le contrôle de la Terre, ou encore un truc encore plus terrible, en mode à la Dune, où les Na'vi partent sur Terre pour la conquérir la planète. Mais ça paraît bizarre. Avec une date de sortie prévue pour le 15 décembre 2031. Donc en France, a priori. Et ça ne s'arrête pas là, parce que James Cameron a même dit qu'il avait déjà des idées pour Avatar 6 ou 7. Sauf qu'à la différence des projets précédents, ce ne sera peut-être pas lui à la réalisation. Parce que bon, il l'a dit lui-même, il commence à se faire vieux quoi. Mais pour que tous ces films puissent se faire, donc le 4, 5, 6, 7, ça dépend d'une énorme condition, qu'Avatar 3 soit un énorme succès. Parce que déjà, Avatar 2 devait dépasser les 2 milliards de dollars au box-office pour être rentable. On le rappelle qu'à l'époque, il avait un budget entre 200 et 450 millions, sans compter les frais marketing et tout qui sont pas communiqués, mais voilà, fallait au moins cette somme-là. Il a réussi à l'atteindre, mais c'est pas sûr qu'Avatar 3, retente l'exploit des 2 premiers films. Après, les projections restent bonnes, mais rien n'est jamais acquis. Un peu comme un Taurouk que tu viendrais choper pour devenir Taurouk Macto, ou tout simplement la psyché et le rôle du bon petit Vecna. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo en commentaire, abonne-toi, like, partage, et je te dis à la prochaine, salut!